Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo est pour la L3IDS. Nous en sommes à la séance 9 et nous allons travailler sur la librairie SciPy. Voilà. Donc, j'ai mis le lien là sur le site web. L'adresse est là, vous pouvez les regarder. C'est une librairie en fait pour le calcul scientifique. Elle a une série de fonctionnalités, assez riche d'ailleurs. Voilà, nous, ce qui nous intéresse au premier lieu, c'est la partie statistique. Alors, puisque j'en parle justement, je vais un peu revenir sur notre cours pour que tout le monde puisse bien se situer. Donc la page de mon cours est là, hein, vous l'avez, je l'avais présenté en début d'année, et surtout j'avais mis les liens, hein, vous avez l'URL qui est là, et surtout j'avais mis les liens sur les différents supports. Et ce que j'avais dit en début d'année, c'est que mon cours, c'est un cours de programmation, hein. Je vous apprends à programmer sous Python. Alors, vous êtes d'origine diverse, donc certains savent déjà programmer dans d'autres langages, donc ça fait un switch simplement sur un nouveau langage, ça donne une corde supplémentaire à votre arc. Certains avaient un peu programmé, mais n'étaient pas très à l'aise. C'était le moment jamais de prendre le bon wagon. Voilà, voilà. C'est ce qu'on a fait jusqu'à la séance 7. Il ne reste pas moins qu'on a une formation informatique statistique pour la data science, pour la science des données. Voilà, donc c'est très important qu'on voit quand même la partie donc science des données, justement. C'est pour ça qu'à la séance 8, j'ai switché pour travailler sur NumPy, cette fois-ci, pour vous amener sur NumPy. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et cette semaine, on va travailler sur SciPy. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, j'en fais peu finalement, hein. J'en fais que 2 séances, hein, voilà. La séance 10, elle est un peu à part. Voilà, j'en reparlerai de la séance 10 en présentiel devant vous. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez, on ait un point de vue sur ce qui se passe. Alors justement, dans la séance d'aujourd'hui, je fais appel à vos connaissances statistiques. Donc certains d'entre vous, encore une fois, ont assez de background, d'autres sont pas très à l'aise. Donc là, pour le coup, il faut bien regarder les supports que je mets dans les liens sur le support que je mets en ligne et essayer de regarder. Je sais par ailleurs que vous avez des cours de stats inférentielles, vous avez des cours de statistiques par ailleurs, voilà, mais bon, c'est que cette année pour certains d'entre vous qui viennent plutôt d'informatique. Donc regardez bien en détail parce que l'enjeu, c'est de savoir utiliser la librairie. C'est pas revenir sur les bases mathématiques des statistiques, hein. Ça, je le prends pour acquis déjà. Sinon, on va perdre du temps, hein. Très bien. Alors, allons-y. Donc, voilà, autre élément important également, avant de commencer, c'est que le support d'aujourd'hui, il est en ligne sur mon blog, hein. Voilà, j'ai mis l'URL qui est là, il est en ligne sur mon blog, le PDF, il est là, bien sûr. Et en dessous, j'ai mis le code source, hein, avec les données que j'ai utilisées pour illustrer donc le support. Donc là, je vous enjoins à aller voir, hein, regardez également, regardez les exercices que j'ai mis, voilà, qui m'ont servi à construire le PDF, les slides, voilà, et regardez, lancez-les sous Spider ou sous Notebook Jupyter, hein, c'est à votre guise, et regardez ce que ça donne, regardez les exécutions, regardez. C'est toujours important que vous ayez un peu un point de vue avant d'attaquer les exercices. Donc moi, du coup, je vous donne directement la fiche de TD, j'explique les enjeux des exercices, et vous pourrez commencer. Plus vous préparez la séance en amont, plus facile elle sera pour vous et plus elle sera productive. On est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà. Très bien. Alors, une dernière digression, c'est sur NumPy SciPy. Voilà. SciPy. Voilà. Ça fait PyPy, hein. Très bien. Alors, regardons un peu les librairies de data science. Voilà. Donc, j'ai fait un Most Popular Data Science Package en Python, voilà, sur Internet. J'ai fait la requête, là, je relance devant vous, hein, genre, et les calculs. Et parmi ceux qui arrivent en premier, là, il y en a un qui est là. Voilà. Alors, bien sûr, les liens, les supports Internet, ils sont comme ils sont, hein. C'est à nous d'avoir du recul là-dessus. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Ils font un petit blog, ils mettent des choses dessus. Bon, très bien, pourquoi pas, hein. Mais c'est à nous d'avoir du recul là-dessus. Donc ça, c'est Towards Data Science. C'est quand même un site reconnu, hein, un site quand même pas mal. Donc, j'imagine que quand ils le mettent en ligne sur ce site-là, c'est qu'il y a une certaine solidité quand même, hein. Il y a des sites qui arrivent de nulle part. Là, pour le coup, il faut se méfier, parce que les gens racontent ce qu'ils veulent. Et il y a des sites où on voit dans la continuité, dans le temps, quand ils sont en ligne depuis longtemps, et on voit le sérieux de ce qui est mis en ligne. Voilà, donc ça donne une certaine assise à ce qu'ils mettent sur leur site web, hein, sur leur blog. Très bien. Alors là, typiquement, c'était écrit en 2019 sur les top 10 des Python, des librairies Python pour la data science. Et si on regarde bien, Panda, voilà, Panda, typiquement, c'est pour le chargement de données. On ne le fera pas ensemble, mais sans tout spoiler non plus, hein. Voilà, en Master 1, j'ai un cours d'introduction à la data science et dans mon cours de Master 1, j'utilise justement les deux librairies qui sont très importantes dans la data science, en tout cas dans le cadre d'un dispositif que moi je vais explorer avec les étudiants, avec vous, hein, si vous êtes en M1 l'année prochaine, justement, c'est Panda
pour le chargement et la manipulation des fichiers de données, voilà, avec le concept des data frames qu'on connaît aussi sous R d'ailleurs, hein, voilà. Et puis avec la librairie scikit-learn, qui est une des librairies phares dans la data science. Il y en a d'autres par ailleurs, hein, qu'on vend en M2 par la suite, hein. Ceux qui sont TensorFlow typiquement, Keras, H2O, ainsi de suite. Voilà. Mais en M1, en tous les cas, je vais me focaliser sur Panda et scikit-learn, hein. Très bien. Alors, nous, donc, parmi les plus populaires, hein, je reviens à mon propos, voilà, il y a Panda, bah oui, si on ne charge pas les données, on ne peut pas les manipuler. Nous, on a vu les fichiers CSV, comment les charger, tout ça, hein. Voilà, on voit aussi que NumPy a des fonctionnalités pour charger les fichiers CSV. Donc, on n'est pas démuni là-dessus, hein. Voilà. Et ensuite, NumPy. C'est normal, parce qu'on a des données dans des matrices. Les données, on les met dans des matrices ou dans des vecteurs pour les manipuler. Donc, NumPy, voilà, PyPy, un rôle très important. Voilà, et SciPy, hein, on est d'accord là-dessus. Très bien. On regarde un peu, il y a Matplotlib. Ouais, oui, oui, parce que un des éléments clés en statistique, c'est faire des représentations graphiques. Donc, c'est très important qu'on ait des outils qui permettent de faire des graphiques performants. Alors, c'est pas le seul. Il y en a d'autres, hein. Dans Panda, typiquement, il y a aussi des fonctionnalités graphiques qui sont extrêmement puissantes. Il y a d'autres librairies également qui sont vraiment très sympathiques, comme Seaborn. Voilà. Donc, voilà. Moi, je me concentre sur la base cette année avec vous. Ce que je vous donne, c'est les schémas de compréhension et les bases. Ensuite, libre à vous de chercher par la suite. C'est comme ça que c'est bien. C'est comme ça que c'est bien. Très bien. Alors, ils en parlent d'autres par ailleurs, hein. Justement, Seaborn, voilà, pour faire des graphiques plus facilement, en réalité. Ce qu'on peut faire avec Seaborn, on peut le faire avec Matplotlib, hein, mais avec un peu plus de programmation. Voilà. Et Scikit-learn, dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi de suite. Très bien. Allons-y alors, parce que tout ça, c'est des bons discours, mais c'est mieux de commencer. Donc, très bien, donc je vais présenter la librairie SciPy ici, voilà, et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est la partie statistique, hein, voilà. Donc, on les voit ici, hein, pour le clustering, pour les statistiques, pour le calcul ici matriciel, hein, donc linéaire, algèbre, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'idée un peu, c'est de regarder ça. Donc, dans ma présentation ici, je vais aller assez vite, hein. En réalité, j'aurais pu donner directement le support et la fiche de TD et vous regardez la référence. Mais généralement, j'ai noté que si j'explique pas un peu avant, vous êtes perdu et du coup, vous savez pas comment démarrer. Donc, ce que je donne ici, je vais pas faire en détail SciPy parce que c'est pas le lieu, c'est pas le temps. Et je vais pas non plus expliquer enfin, les méthodes statistiques, c'est pas mon rôle. Il y a d'autres collègues qui assurent ce cours-là, hein. Moi, tout simplement, je pars de l'idée que on peut utiliser des librairies en Python et parmi les librairies intéressantes, on a des NumPy et maintenant, on regarde SciPy, hein, PyPy. Très bien. Alors, je continue. Alors, le premier élément qu'on va voir, c'est les statistiques à un échantillon. Donc, j'ai un vecteur de données et je fais des stats dessus. Voilà. Alors, les données que j'ai utilisées, j'ai mis le lien ici, hein. Donc, à chaque fois, de toute manière, je l'ai inclus, hein, je l'ai inclus dans le zip. Là. Tout à l'heure que j'avais montré, je l'avais inclus ici. Les données sont ici, donc vous pouvez reproduire tous les calculs qui sont dans le support. C'est important. Alors, je vous enjoins vraiment à le faire. Ça donnera plus de consistance au suivi. Très bien. Alors, donc là, l'idée, c'est des données, apparemment, c'est un ratio entre donc les décorations sous forme de rectangles chez Tipi d'Indiens ou des endroits, enfin les Indiens, quoi, et le ratio entre longueur et largeur des rectangles est de 0,618, qui est le nombre d'or, apparemment. C'est ce qu'on me dit, un golden rectangle plutôt. Voilà, très bien. OK, qu'importe. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai un vecteur de données, et le vecteur de données, il est là. C'est ça l'intérêt. Très bien. Alors, les données ont été pré-traitées, hein, donc j'ai bien vu qu'il y avait 2 points atypiques qu'ils ont enlevés. Ça, les points atypiques, on en avait parlé. Enfin, dans mon cours de statistique, pour le coup, j'avais beaucoup parlé des points atypiques, pas avec vous, parce que dans mon cours de programmation, il n'y a pas lieu de parler de ça. Mais les points atypiques, la solution la plus simple, c'est de les enlever, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. On est bien d'accord là-dessus. Il faut savoir pourquoi on les enlève, hein. Très bien. Donc, une fois que j'ai mon vecteur de données, donc, on peut faire des statistiques descriptives. Je vous montre ici l'idée. Voilà, voilà, donc j'importe ici de la librairie SciPy le module stat. Voilà, je mets un alias stat pour que ce soit plus simple à manipuler. Sinon, je suis obligé, voilà. Et une fois que j'ai importé ici, j'utilise stat describe, hein, il y a les fonctions ici. Donc, c'est bien important ici. J'ai bien importé le module stat de la librairie SciPy, hein, voilà. Très bien, donc après je fais les calculs, là c'est les stats descriptifs sur le vecteur de données, il y a le nombre d'observations, le min et le max dans un tuple, voilà. Et ce qu'on a en fait, c'est un tuple particulier, c'est les namet tuples. Alors pourquoi namet tuple? Parce qu'on peut faire un accès indicé comme un tuple, voilà, mais aussi on peut faire accès par nom de champ, hein. Le premier élément, c'est l'élément 0, c'est pour ça qu'on a la valeur 18, c'est nops qui est là, et on peut aussi faire
ici accéder à la valeur 18 via le point NOPS. Donc, c'est les namets tuples. C'est un type particulier de tuple. Très bien. On peut aussi faire une affectation multiple. On avait vu ça. Une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs et c'est bien le cas ici. Alors, il y a d'autres fonctions par ailleurs. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je ne vais encore pas trop m'attarder sur les méthodes statistiques. On est bien d'accord là-dessus. Je vais simplement pour montrer ce qui est possible de faire et ça vous donnera des éléments de référence quand vous allez travailler sur la fiche de TD avec les exercices à réaliser. Très bien. Autre élément qui est très intéressant, et c'est pour ça que SciPy est réellement, réellement intéressant, c'est qu'il y a les fonctions de répartition des lois d'usage courant. Voilà, ces lois typiquement, loi normale, student, qui2 et Fisher. Donc je montre ici, soit je pars d'une probabilité et je cherche le quantile, c'est le PPF, là le PPF de la loi normale, soit je pars du quantile et je veux obtenir donc la probabilité, à ce moment-là, c'est CDF. Ici, c'est pour la loi normale. Très bien. Donc, le CDF de 1,96, 0,975. Le CDF de 1,65, 1,64, 485, c'est 0,95, ainsi de suite. Vous connaissez bien ça maintenant. Voilà. Ça, c'est pour la loi de Student. Donc, j'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien que les lois diffèrent ici. Voilà. Et PPF, c'est que je pars des probas, j'obtiens le quantile. Et CDF, c'est que je pars du quantile et j'obtiens la proba. Voilà. CDF, ce sera utile, par exemple, pour calculer les p-values, les probabilités critiques quand on fait des tests. Ça, vous savez très bien. Et ce que vous savez aussi, c'est que dans les logiciels, on vous donne directement la probabilité critique. Voilà. Et c'est CDF qui permet de calculer via la stat de test. D'accord. Très bien. Alors, ce que je montre ici, c'est les tests de normalité. J'ai un vecteur de données, je regarde ce qui est compatible avec la loi normale, parce que la plupart des méthodes statistiques paramétriques font l'hypothèse que les données suivent une loi normale. Donc, ce que je teste ici, l'hypothèse nulle, c'est la normale, l'hypothèse alternative, c'est pas la loi normale, voilà. Et donc, quand la p-value est supérieure au seuil qu'on s'est fixé, au seuil alpha, ça veut dire qu'on ne peut pas refuser l'hypothèse nulle, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Voilà. Donc là, typiquement, apparemment, la distribution est compatible avec la loi normale. Parce que la p-value, elle est supérieure à alpha 5%, par exemple. Voilà. Si elle est inférieure, ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle, ça veut dire qu'on rejette donc l'hypothèse de normalité. Voilà. Très bien, donc j'ai mis quelques tests ici différents, d'Agostino, Shapiro. Il y a un livre en ligne, j'ai mis un livre en ligne, vous cliquez sur le lien, et si vous voulez approfondir, voilà. Mais normalement, à L3, vous connaissez ces procédures-là. Tout ce que j'ai mis ici, c'est toutes des procédures statistiques que normalement vous connaissez. Voilà, très bien, via votre parcours. Très bien. Alors là, je parle de la génération de nombres aléatoires cette fois-ci, c'est qu'on utilise souvent la génération de nombres aléatoires dans nombreuses méthodes statistiques. La plus emblématique peut-être, c'est les techniques de bootstrap. Ça, on voit plutôt en M2, c'est les techniques de rééchantillonnage pour évaluer les classifieurs, les méthodes prédictives. Et dans les techniques de rééchantillonnage, il y en a trois principalement. Il y a la validation croisée, il y a le live note, qui est un cas particulier de la validation croisée, et il y a le bootstrap. Le bootstrap est très peu utilisé finalement, et pourtant, surtout le Siro 632 bootstrap, c'est un excellent estimateur des performances en prédiction des modèles. Voilà. Donc, quand on a besoin de générer des nombres aléatoires, ou même quand on fait des simulations, voilà, on utilise des générateurs de nombres aléatoires. Donc, c'est ce que je montre ici. Voilà. Il y en a aussi dans NumPy. Voilà. Mais bon, après, c'est à vous de savoir utiliser ce que vous souhaitez utiliser. C'est ça le plus important. Il y a différentes librairies qui font la même tâche, on peut différemment et tout ça. Et nous, notre rôle, c'est d'avoir une expertise sur ce qu'on utilise. Voilà. C'est vraiment très important, c'est très important. Des fois, on a des librairies, on dirait qu'elles font la même chose, mais finalement, elles le font différemment. Et nous, il faut lire la documentation. Ça aussi, je vous l'ai dit tout le temps, je passe énormément de temps à lire la documentation des méthodes, des logiciels, pour comprendre exactement ce qui est proposé. Je ne peux pas me présenter devant vous, présenter un outil sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est juste pas possible, ça. Et vous devez avoir aussi ce réflexe-là. Quand vous faites des projets, vous présentez quelque chose, la première chose que je remarque, c'est que je vois des méthodes que je connais peu ou peu connues, je creuse là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça fonctionne? Ainsi de suite. Et vous devez avoir une réponse là-dessus. C'est très important. Voilà, voilà. Bon, on ne fera pas de soutenance en L3. Vous avez un projet à faire, on ne fera pas de soutenance malheureusement parce que la configuration ne s'y prête pas. Mais à partir de master, moi, à chaque fois que c'est possible, je fais des soutenances et je creuse à chaque fois pour voir ce que vous dites est solide ou pas. Très bien. Alors, ce que je montre ici, c'est une conformité à standard. Justement, le ratio, là, les fameux rectangles indiens, là, est-ce que le ratio longueur en tant que largeur des carrés vaut 0,618? Voilà, on fait un test de conformité à un standard. Donc là également, il y a des supports en ligne. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Et voilà.
Tout simplement, donc là, on a l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est bien ce ratio-là qui est le golden rectangle qu'on avait vu sur la page web qui présente les données, ou bien il est différent? Voilà. Et là, on se rend compte que sur l'échantillon qu'on a, voilà, on peut pas rejeter donc l'hypothèse nulle, qui est que le ratio entre longueur et largeur de rectangle vaut cette valeur-là. Voilà. Parce que la p-value est supérieure au seuil alpha qu'on s'est donné. Généralement, le seuil alpha, il est de 5%. Voilà. Pareil également, quel est le bon seuil? Le significance level, 0,005 en fait, pour cent tout le temps alors? Ben, en fait, non, 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 ça dépend des données, ça dépend de nos exigences par rapport aux résultats, ainsi de suite. Ça aussi, bon, je ne fais plus le cours de modèle linéaire, mais du temps que je faisais le cours de modèle linéaire, j'avais bien expliqué ces différents éléments-là. Hein. C'est qu'on a des degrés d'exigence et on essaie de voir les résultats par rapport à nos degrés d'exigence et aussi par rapport aux caractéristiques des données. Hein. Voilà. Le code modèle linéaire, vous le trouverez en ligne encore. Hein. J'ai mis tous mes TD en ligne avec les résultats. Ça vous permettra de travailler dessus si vous le souhaitez, mais je ne le fais plus maintenant. Très bien. Donc voilà. Donc là, je montre ce que fait SciPy. Et là, je refais les calculs à la main, si vous voulez, en utilisant les fonctionnalités de NumPy d'abord, voilà. Et ici, je calcule la p-value justement en utilisant donc les fonctions de répartition qui sont programmées dans SciPy, dans le module stats de SciPy. Voilà. On voit très bien ici les résultats et je trouve bien les bonnes valeurs. Là, c'est la stat de test qui est bien fournie ici. Et là, c'est la p-value que j'ai calculée manuellement en mettant les instructions. Et là, c'est celle qui est fournie par l'outil. Voilà. Ça, c'est un bon exercice. Si on connaît suffisamment, c'est un exercice que je fais typiquement dans la programmation des méthodes. C'est ce qu'on a fait pour NumPy. NumPy, je vous ai donné donc la compréhension des matrices NumPy et on s'est amusé, entre guillemets, à programmer les méthodes statistiques en utilisant les matrices NumPy. Voilà. Donc là, maintenant qu'on sait les programmer, on a compris ce qu'il y a derrière, on essaie d'utiliser des outils dédiés. Voilà. Et c'est un exercice intéressant de regarder nos résultats et de les comparer à d'autres. C'est vraiment un exercice très intéressant. Très bien. Dans cette partie-ci, voilà, on regarde donc les statistiques à deux vecteurs. Typiquement, c'est des comparaisons de population. Alors, quand c'est paramétrique, ça se résume à comparaison de moyenne, voilà, de paramètres de localisation, ou bien comparaison de variance. Voilà. Là, typiquement, donc on mesure donc la capacité à lire de personnes avec ou sans des directives pour la lecture. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. On le voit ici. Hein. Voilà. Très bien. Donc là, il y a le groupe de contrôle, donc qui n'a pas reçu les directives, voilà, et ceux qui ont reçu les directives, qui sont là. Et là, c'est la capacité, plus les chiffres élevés, plus ils lisent bien, j'imagine. Hein, voilà, je vous laisse lire. Hein. L'anglais et moi, ça fait deux. Très bien. Donc là, il suffit de voir le graphique, on voit bien qu'il y a un décalage dans les distributions. Hein. Mais c'est quand même mieux quand les méthodes le confirment. Ça aussi, c'est un réflexe qu'il faut avoir en statistique. Hein, voilà. C'est qu'on fait des calculs par ailleurs, mais les calculs, c'est toujours une certaine formalisation. Faire des graphiques, c'est toujours important pour voir exactement ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas des calculs. Hein. Typiquement, si les distributions sont très asymétriques, faire des comparaisons de moyenne, c'est extrêmement discutable. Hein, voilà, ainsi de suite. Bien, alors bon, mon propos c'est Python ici, hein, donc je parle peu de statistiques. Donc voilà les deux vecteurs de valeur. Hein, voilà, ici, là c'est le groupe témoin et ça c'est le groupe de contrôle, voilà. Et enfin le groupe qui a reçu le traitement, donc la directive, et ici le groupe de contrôle. Et je fais ici un stat je fais un test de comparaison de moyenne, test de student, on appelle ça communément, en faisant l'hypothèse que les variances soient égales. Voilà. Je vous rapporte court, et il vous dit effectivement qu'il y a une différence significative. Si on fixe le seuil alpha à 5%. Là, c'est le test de Welch. On fait l'hypothèse que les variances ne sont pas identiques. C'est la même c'est la stat de test est calculée un peu différemment, hein, parce que la variance est différente. On calcule bien l'écart des moyennes, mais la variance est calculée différemment. Donc voilà, la stat de test est différente ici. Voilà. Et les degrés de liberté aussi sont différents. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on a une p-value un peu différente. Très bien. Voilà. Bon. Quand l'hypothèse de normalité est discutable, on utilise plutôt des tests donc non paramétriques. C'est le test de Mann-Whitney qu'on met souvent en avant. Hein, voilà. Très bien, donc là également, ça corrobore. Bon, la significativité semble plus importante ici, hein, voilà, mais bon, très bien. Ce que je mets ici, c'est le test de comparaison de variance, voilà, tout simplement ici. Et ce que je mets en dernier, c'est le test de comparaison de Kolmogorov, voilà, qui lui ne fait pas d'hypothèse du tout sur les distributions. Il regarde en fait, donc c'est l'écart de distribution qui est utilisé. Hein, voilà. Donc il confirme l'idée que effectivement, les deux distributions sont bien décalées. Hein, il y a bien un décalage dans la distribution qu'on peut quantifier avec la moyenne. C'est ce que dit ici. Hein, voilà.
Très bien. Généralement, quand vous faites un traitement, faites plusieurs tests et regardez si les résultats sont cohérents. Quand les résultats sont cohérents, c'est plutôt rassurant. Alors, faites toujours des graphiques pour vérifier, voilà, mais quand les résultats sont cohérents, c'est toujours rassurant. Quand on a des incohérences sur des méthodes différentes qui sont censées dire la même chose, là, il faut se méfier. Parce que ça veut dire qu'il y a une embrouille quelque part. Et une des manières de détecter les embrouilles, c'est de regarder les statistiques descriptives et regarder les graphiques. Voilà, c'est un conseil que je donne souvent à mes étudiants. Très bien. Alors, quand on a un appariement, cette fois-ci, on a d'autres méthodes statistiques. Hein. Généralement, c'est le avant-après. Hein. Je prends mon poids, je fais un régime, voilà, et ensuite, je reprends mon poids. Voilà, et je regarde si entre-temps, mon poids a changé. Il faut que je me compare à moi-même. Je ne vais pas me comparer à une autre personne. Hein. On est bien d'accord là-dessus. On a des tests qui sont plus puissants. C'est-à-dire qu'on détecte mieux l'hypothèse alternative si elle est vraie. Hein. C'est en cela qu'elle est plus puissante. Voilà. Là, c'est un autre exemple. Hein. C'est le taux de travail des femmes dans les villes américaines, voilà, en 68 et en 72. Donc, c'est bien un schéma d'avant-après. Mais les tests mais les travaux sur échantillons appariés, ça peut s'appliquer dans un autre schéma que l'avant-après. Hein, voilà. Il faut simplement qu'on puisse faire cet appariement-là. Voilà, donc ici, bon, on voit qu'effectivement, il y a un vrai décalage. Donc là, c'est un test paramétrique ici, voilà, et là, c'est un test qui est non paramétrique, de Wilcoxon des Rancini. Très bien. Là, c'est les deux vecteurs de données. Il faut que les deux vecteurs soient de même longueur cette fois-ci. Sinon, on n'a pas un appariement. Hein. Il faut que les deux vecteurs soient de même longueur et qu'on puisse comparer ici individu par individu les valeurs. Individu par individu les valeurs. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc là également, j'ai mis des liens. J'ai mis des liens si vous voulez vous documenter là-dessus, mais avec les deux cours de stats, je sais très bien que vous avez deux cours de stats cette année, donc vous avez ces connaissances-là. Vous avez ces connaissances-là. Là, c'est les liaisons, c'est les mesures d'association, c'est les variables quantitatives. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de regarder le lien dans les ménages entre les dépenses en tabac et les dépenses en alcool. Hein. Donc l'idée, c'est de voir que est-ce que quand un ménage dépense beaucoup en alcool, en tabac, ils vont beaucoup dépenser aussi en alcool. Hein. Ça me rappelle une chanson de Bachung, voilà, qui est très intéressante. Hein. Je fume pour oublier que tu bois. On n'est pas sorti de l'auberge avec ça. Hein. Voilà. Mais c'est bien, hein, c'est un peu l'idée qu'il y a. Il y a un point typique là, justement, c'est l'Irlande du Nord, apparemment. Apparemment, les Irlandais ne boivent pas. Bon, je suis mal à le croire, mais bon, si on me le dit. Hein. Voilà. Et si on enlève ce point typique-là, on voit effectivement que le nuage de points, là, quand même, il y a une forme assez allongée du nuage de points. Très bien. Alors, il y a différents outils de corrélation. Hein, voilà, dans le cours de modèle linéaire que je faisais naguère, vous avez les sites, vous avez toutes les références en ligne. Hein, vous pouvez regarder. Hein, vous tapez cours économétrie, vous tombez chez moi, regardez bien là-dessus. Je développe toutes ces idées-là. Là, c'est le coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Et là, c'est le coefficient de Spearman qui est basé sur l'Iran. Là aussi, là, c'est le coefficient c'est le taux de Kendall qui est basé sur les concordances-discordances. Voilà. Là également, on voit bien que les résultats sont totalement concordants. Donc effectivement, on peut imaginer qu'il y a une forme de liaison effectivement entre la consommation d'alcool des ménages et la consommation de tabac, voilà. Et on le voit bien ici, on le voit bien dans le graphique de toute manière. Pas besoin d'être prix Nobel pour voir que là, effectivement, il y a bien une forme allongée là du nuage de points. Qui n'est pas horizontale, il y a bien une pente. Hein. Justement, en parlant de pente, on peut faire une régression linéaire simple. Hein. On peut faire une régression linéaire simple, voilà, et voilà, tester la significativité de la pente. Est-ce qu'elle est significativement différente de 0 ou pas? Ce qui est le cas ici. Hein. On voit bien qu'elle est pentue. Très bien. Alors, si on fait des comparaisons de plusieurs populations supérieures à 2, la généralisation, c'est l'analyse de variance. C'est ce que je montre ici rapidement. Là, ce qu'on essaie de tester, c'est la teneur en sel des hot dogs selon donc la viande qui la compose, le hot dog. Hein. Voilà, il y a bœuf, voilà, poultry, ça doit être volaille, ça, et mythe, c'est un mélange, un pot pourri de viande. Rien que ça, déjà, ça ne donne pas faim. Hein. Voilà, très bien. Donc, là, c'est une forme de comparaison de moyenne, en fait, hein, voilà, mais sur plus de 2 populations cette fois-ci. Voilà. La méthode la plus utilisée dans ce cadre-là, c'est l'ANOVA à un facteur. Donc voilà, là j'ai comparé les variances pour voir si elles sont égales ou pas, et comme elles sont égales, effectivement, parce qu'on ne peut pas rejeter ici donc l'hypothèse d'égalité de variance, je peux utiliser l'ANOVA. Bon, ça c'est vraiment, c'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. Dans la vie réelle, il suffit que les distributions soient suffisamment symétriques et surtout que les effectifs soient équilibrés. Et là, les tests de comparaison de moyens, enfin l'ANOVA, elle est très robuste. En revanche, si les effectifs ne sont pas équilibrés, là, il faut vraiment se méfier. Il faut se méfier des résultats. Bah là, typiquement, regardez bien, hein,
Ici, l'ANOVA me dit que ce n'est pas significatif à 5%, et je fais un test ici non paramétrique, voilà, et effectivement, il dit également que ce n'est pas significatif, à 5%. Hein, voilà. Mais il y a quand même une petite distorsion là. Hein. Donc ça, généralement, ça invite à se méfier. Mais bon, là, pour le coup, il faudrait faire un graphique que je n'ai pas fait ici. Mais vous, typiquement, dans les exercices que vous faites, je vous enjoins toujours à chaque exercice de faire un graphique. C'est très intéressant. Ça permet de comprendre exactement ce qui se passe dans les données. Mais bon, là, on peut se dire que la teneur en sel est la même, quel que soit le type de viande utilisé dans les hot dogs. Pour ces données-ci, en tous les cas. Très bien. Alors, pour aller plus loin, donc les stats, je sais que vous le faites. La classification automatique, généralement, il n'est pas prévu au cours de L3, hein, dans les cours de L3. Voilà. Mais selon votre cursus initial, selon votre provenance, certains l'ont fait déjà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler un peu. Sinon, de toute manière, j'ai mis des supports en ligne là-dessus. Hein, donc, je le mets ici. Voilà. Je montre la classification automatique. Il y a des supports de cours hein, que j'ai écrits là-dessus, de toute manière, que vous trouverez facilement sur le site de tutoriel. Et là, typiquement, j'en montre comment le faire sous Python. Donc, je clique un peu là-dessus. Voilà, je monte ici la classification automatique. Et dans mon tutoriel, je vais plus loin dans les explications, parce que mon cours reste un cours de programmation, on est bien d'accord. Ce n'est pas un cours de stats, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je vous enjoins à regarder ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'utilise ici deux librairies. SciPy, dont je parle aujourd'hui, et scikit-learn, qui est utilisé en N1. Voilà, et ça vous permettra, vous, de vous situer, hein, voilà, de ce qui est possible. Très bien. Donc, ceux qui ne viennent pas de cursus stats, c'est un peu plus compliqué à suivre ici. Mais l'idée, c'est que j'ai un jeu de données. Là, typiquement, c'est un ensemble de pays, voilà, et on a des indicateurs de développement économique. Entre autres, il y en a deux qui m'intéressent ici. C'est l'indice des prix, voilà, et l'autre, c'est les niveaux de salaire. Voilà. On va essayer de voir si on a des pays qui ont des mêmes caractéristiques sur ces deux éléments-là. Alors pourquoi j'en ai pris deux? Pour pouvoir faire le graphique encore une fois. Et là, on voit bien que là, à peu près, hein, là, il y a un groupe, là, on voit à peu près. Hein, et là, on dirait qu'il y a un groupe. Là, voilà. Et là, il y a un groupe qui est assez épars, finalement. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que les algorithmes, là, c'est discutable. On aurait pu dire aussi que le groupe, là, il est comme ceci. On peut dire ça aussi. Hein, voilà. Bon, on va voir ce que se donne le calcul. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce groupe-là, apparemment, il se distingue bien. On va voir si, avec les calculs, les algorithmes de clustering, de classification automatique, hein, voilà. Donc, il y a deux classifications, parce que ça aussi, il y a des termes. Donc, la classification supervisée, c'est que j'ai une variable cible. Hein, on parle souvent d'apprentissage supervisé. Moi, je parle plutôt d'analyse prédictive. Et la classification automatique, en français, c'est le clustering en anglais. Hein, donc, il ne faut pas qu'on mélange ça. Donc, la classification, c'est on essaie de trouver des groupes avec des individus où j'ai uniquement des descripteurs X. Il n'y a pas de variable cible. Hein. On parle d'apprentissage non supervisé. Très bien. Donc, les données sont là. Donc, j'ai chargé directement avec les fonctionnalités de NumPy, hein, load.txt, voilà. Et j'ai calculé les écarts types. Pourquoi? Parce que comme les données sont exprimées peut-être dans des unités différentes, ce n'est pas trop le cas ici, hein, parce que c'est des indices, voilà. Généralement, quand ils sont exprimés dans des unités différentes, bah là, on a intérêt à réduire les variables et diviser par l'écart type. Voilà. Bon, là, dans cet exemple-ci, ça ne s'impose pas. Voilà. Je le fais quand même pour montrer donc les fonctionnalités pour le faire. Hein, voilà. Dans stat de SciPy, voilà, il y a une fonction z-score qui prend l'entrée une matrice. Je prends ici, donc les variables sont organisées en colonnes, voilà, et non pas en ligne, en colonnes, voilà. Et le DDoF, là, c'est le degré de liberté qui est utilisé pour le calcul de la variance. C'est, si on met 0, c'est 1 sur n qui est utilisé dans la variance, pour la réduction. Et quand je mets ici un DDoF égal à 1, c'est 1 sur n-1 qui est utilisé. Quand on calcule la variance, et donc de l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Très bien. Donc voilà, une fois que j'ai les données ici qui sont normalisées, on conseille souvent de normaliser les données, de standardiser les données. Bon, très bien. Des fois, ça s'impose, des fois, ça ne s'impose pas. C'est à vous de voir, simplement. Quand les données sont dans des unités différentes, là, pour le coup, je conseille de le faire. Je conseille de le faire, sinon, ceux qui ont une variance élevée vont tirer les résultats. Voilà. Mais bon, ça dépend toujours de ce qu'on cherche. Ça dépend du cahier des charges et des caractéristiques données et ce que nous, on souhaite faire. C'est ça la vraie réponse en réalité. C'est pas de... Très bien. Donc là, j'utilise des K-means. Donc, c'est une méthode des moyennes mobiles, tout simplement, hein, qui est utilisée. Donc là également, vous trouverez des supports sur Internet. Tapez K-means sur Google, vous avez plein de supports qui l'expliquent. Hein. Même moi, j'en ai écrit un, de toute manière. Voilà. Et une fois que j'ai les K-means, voilà, il me donne les centroïdes.
Hein, voilà, les centroïdes, c'est les centres de gravité des nuages de points. Donc, le centre de gravité, voilà, et ce qu'on a ici, label, c'est l'appartenance aux classes. Donc, j'ai affiché ici les données pour qu'on voit bien. Donc, il a créé 3 classes, parce que j'ai demandé 3 classes, heureusement, voilà. Et les 3 groupes qu'il a donnés ici, il met ici pour chacune des villes. Donc, ici c'est le groupe d'appartenance. Voilà, j'ai trié ici pour qu'on voit bien. Il y a un premier groupe ici de Copenhague jusqu'à Zurich. Voilà, on voit, ouais, il y a quand même une proximité géographique. Hein. Bon, mis à part la Suisse ici, et Tokyo aussi dans la proximité géographique, c'est pas là pour le coup. Très bien. Ensuite, il y a une deuxième là. Voilà. Tac, voilà, et un troisième groupe qui est là. Voilà. Et donc, j'ai fait un graphique où je donne ici, j'illustre les groupes avec les couleurs. C'est ça qui est intéressant ici. Donc, ceux qui correspondent au groupe 0, j'ai mis une couleur bleue, ils sont là. Voilà, on le voit là. Très bien. Ceux qui correspondent au groupe 1, je les ai mis rouge. Voilà, le B ici, c'est la couleur. Le O, c'est le signe, c'est le fait que c'est des ronds que j'ai mis tout simplement. Là, c'est R, c'est rouge cette fois-ci. Voilà, très bien. Donc, c'est ce groupe-ci qu'il a trouvé. Donc, c'est Amsterdam, Bruxelles, Chicago, Dublin, Düsseldorf, ainsi de suite. Voilà. Et le 2, voilà, c'est le troisième groupe. Voilà, je l'ai mis en green, vert. C'est bien ce qu'on a là. Bon, j'ai débordé là. C'est plutôt là, en fait. L'autre, là, il est rouge. J'ai débordé, mais bon, je ne vais pas refaire le tuto parce que je me suis trompé d'un individu, on est bien d'accord. Très bien, ça prend du temps, ces affaires. Hein. Une fois que c'est fait là, voilà, on peut calculer les caractéristiques via justement les centroïdes que j'affiche ici. Vous avez bien les centroïdes là, voilà, sur les données centrées réduites. C'est pour ça que ça ne correspond pas ici. Les unités qui sont là, voilà, et les valeurs qui sont là, qui sont dans le repère des données centrées réduites. Hein, voilà. Donc, il faudrait les dénormaliser, les déstandardiser pour avoir les valeurs qui sont là en réalité. Hein. D'accord, hein. Là, c'est le centre de gravité, le centre est à peu près par là, et celui-là, c'est plus épars. Voilà. Très bien. Si on utilise une autre méthode de clustering, il se peut qu'on ait un résultat un peu différent. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, le plus important, c'est qu'on a des expertises statistiques sur les données, et c'est à nous de réfléchir sur la portée des résultats qui nous sont proposés. Très bien. Ben justement, là, j'utilise une autre méthode. Cette fois-ci, c'est la CAH. Voilà. Alors, donc, c'est la méthode cluster qui est toujours dans SciPy, hein, que j'utilise ici. Et j'utilise ici la CAH, une classification ascendante hiérarchique, j'ai mis le nom là. Voilà. Et j'ai une autre nature de résultat. Notre nature de résultat, donc j'ai toujours sur les variables centrées réduites, et j'ai un dendrogramme. Voilà. Dendrogramme, je n'explique pas, vous trouverez plein de supports sur Internet qui expliquent. Hein. Sur mon site de tutoriel, j'explique également. Ça doit y être, ça. Hein. Est-ce que je l'ai encore dans les méthodes de clustering? Ils sont là. Tous les supports sur le clustering sont là. Voilà. Et en cherchant un peu, vous trouverez. Ah ben voilà, algorithme des camédoïdes, là, pour le coup. La méthode des centres mobiles, voilà, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, mais bon, encore une fois, hein, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de Python ici. Hein, les méthodes statistiques, c'est d'autres cours dans la formation, par ailleurs. Très bien. Donc là, voilà, je vais couper à la hauteur 4 pour avoir 3 groupes de nouveau. Voilà. 3 groupes semble être la bonne solution ici, quand on voit le dendrogramme. Hein. Voilà. Et quand je les dessine de nouveau dans le repère initial, voilà, j'ai les groupes, et on voit une certaine cohérence entre les camins et les CH. On voit bien. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a des changements. Bon, il y a des changements ici. Hein. On voit bien qu'il y a certains individus qui ont changé de classe. Si on regarde celui d'avant, voilà. Celui-là, typiquement, il a changé de classe. Tout à l'heure, il était rouge, maintenant, il est vert. Hein. On voit bien. Mais bon. Les outils statistiques nous donnent de scénarios des résultats. C'est à nous d'avoir une expertise sur les résultats pour voir comment les appréhender et quelle portée on doit leur donner et comment on peut les transposer dans la population. On est bien d'accord là-dessus. Hein. J'ai l'impression de faire un cours de stats. Là. Très bien, voilà, je m'arrête là. Donc, dans la fiche de DD que vous aurez tout à l'heure, donc vous allez appliquer les différentes méthodes statistiques en utilisant SciPy, voilà, et en ayant en filigrane donc les méthodes que j'ai présentées ici. Voilà, vous avez maintenant la finalité de ces méthodes-là et vous comprendrez mieux la teneur des résultats. Si je n'avais pas donné ce cours-là, vous appliquez sans savoir et ça, c'est pas possible. Voilà. Je vais faire une deuxième vidéo sur Matplotlib, sur comment faire des graphiques. Là, je vais être vraiment très court pour le coup, parce que faire des graphiques, en fait, vous tapez Matplotlib sur Google et vous avez plein de supports. Mais bon, je vais essayer d'orienter ma vidéo pour que ça matche mieux avec ce que je vous demande dans la fiche de TT. Allez, hop, je m'arrête là en ce qui me concerne.